Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission dédiée au marché des transferts comme vous en avez déjà désormais l'habitude, pardon. Et pour m'accompagner ce matin, j'ai avec moi, comme d'hab, Grégory, fidèle au rendez-vous. Salut tout le monde. Alors Greg, on a pas mal d'annonces à traiter, on pensait qu'on serait un petit peu plus tranquille en cette deuxième partie du mois d'octobre, mais finalement, je crois qu'on a une bonne vingtaine d'annonces à vous faire part. Ouais, effectivement, le marché des transferts est toujours très actif et c'est un petit peu emballé ces dernières semaines. Et ouais, effectivement, il y a pas mal de mouvements, à commencer par le Danois Jakob Fuglsang, qui après une saison assez décevante par rapport aux saisons d'avant, a signé un contrat chez Israel Startup Nation. Et pas un tout petit contrat puisqu'il va y passer les 3 prochaines saisons et vu son âge de 36 ans, je pense que ce sera son dernier contrat tout simplement. Ouais, je pense aussi d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans le communiqué, mais il y a Hugo Hull qui suit Jakob Fuglsang chez Israel Startup Nation. Alors à ton avis, Grégory, pour vous présenter un peu l'émission, comme il y a beaucoup de transferts cette semaine, on va passer vite sur certains, on va peut-être faire plus un focus sur d'autres. Fuglsang, ça fait partie, je pense, Greg, tu seras d'accord avec moi, des mecs sur qui on peut insister un petit peu. Est-ce que tu le vois encore performer ou vraiment pas du tout à la manière d'un Froome l'an prochain? Bah, je pense quand même qu'on est au-dessus de ce que des standards des dernières saisons de Froome et ouais, je pense qu'on peut compter sur lui maintenant de là en faire un grand leader comme il a pu être il y a 2 3 ans, j'en suis pas certain. Je pense que ce sera un des leaders de l'équipe tout de même, mais qu'on pourra compter sur lui pour faire des top 10 par-ci par-là, sur des épreuves World Tour d'une semaine ou sur des classiques, mais pas nécessairement pour y jouer la gagne. Hmm. Ça va C'est être fou plutôt d'ailleurs, Greg, parce que quand il pense, Fuglsang, il gagne le Lombardie l'an dernier, c'était il y a un tout petit peu plus d'un an parce que c'était en août, et t'as l'impression qu'on a affaire à un coureur vraiment différent, quoi. ouais, c'est clair que sa dernière saison était vraiment en demi-teinte. Il y a eu quelques il a été parfois à un niveau assez correct, comme au Strade Bianche par exemple, mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup revu. Il a fait des classiques wallonnes, enfin la flèche wallonne, pas trop mal, mais clairement en dedans. Liège-Bastogne-Liège, pareil. Il a fait un honnête Tour de Suisse aussi, Hmm. même s'il a été particulièrement éteint par Rigoberto Urán, mais après, derrière, son Tour de France a été complètement anonyme et on l'a même plus revu, excepté sa 12e place aux Jeux Olympiques. Pareil, un peu présent mais en dedans. Donc, à voir l'année prochaine. Je pense qu'il y a moyen qu'il retrouve un peu de couleur, mais je le vois pas nécessairement jouer souvent la gagne en tout cas. Alors l'annonce suivante, Grégory elle a alimenté toutes les discussions, on en a même parlé, je crois, dans une des émissions de Ça va frotter de la chaîne L'équipe, c'est Marine Vandenberg. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vandenberg? On a vu une pétition sur les réseaux sociaux, les fans de la FDJ qui comprenaient absolument pas pourquoi on signait pas ce coureur. À vrai dire, nous, on comprend pas non plus. Mais ça a vraiment déchaîné un peu les passions chez tous nos amis supporters de la Groupama FDJ, cette histoire de signature ou non de Vandenberg. Bah oui, effectivement, ça a pas mal fait parler un peu partout. Donc ouais, Marine Vandenberg qui a pas mal gagné cette saison sur le circuit U23 et sur le circuit continental. Donc clairement, on pensait qu'il allait être pris dans l'équipe première de la Groupama FDJ et très rapidement, en fait, on a su que ce serait pas le cas et qu'il cherchait ailleurs. Et bah oui, effectivement, pour un coureur comme ça qui a pas mal gagné, qui était quand même espoir dernière année cette saison, la logique, c'était de passer en World Tour dès l'année prochaine et de toute façon, il n'aurait pas pu continuer à rester chez les espoirs. Mais clairement, c'était un des fers de lance un peu de l'équipe Groupama Continental. C'est très étonnant qu'il n'ait pas été pris. Maintenant, tant mieux pour EF qui va pouvoir essayer de faire évoluer ce coureur. Après, concernant EF, justement, je trouve qu'ils ont pris quand même pas mal d'espoir. Attention à pas en griller certains.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, je vais passer à l'annonce suivante. Bon, là, je vais aller vite, hein, Greg, comme on se l'est dit un peu avant l'émission, parce qu'il y a beaucoup de matière. Bah, cette annonce, elle concerne les prolongations au sein de l'équipe Bahrain Victorious. Donc, je vais juste vous lister les noms, hein, parce que je pense que c'est des coureurs que vous connaissez. Ça sert à rien de revenir, juste pour revenir dessus sur leur palmarès. Donc, il s'agit de Yukiya Arashiro, de Pello Bilbao, de Mikel Landa, d'Hermann Bernsteiner, de Rafa Valls et de Fred Wright. Donc c'est les 6 coureurs qui ont prolongé leur contrat avec Bahreïn. Et juste pour un petit mot là-dessus, Greg, finalement, il y avait une annonce de non-prolongation qui, d'après Wieler-Fitz, pourrait se transformer en prolongation de dernière minute pour Wout Poels. Oui, effectivement, Wout Poels qui pourrait être prolongé finalement juste pour la saison 2022. Alors concernant les autres prolongations, donc, on prolonge quelques hommes de base et quelques coureurs qui ont montré certaines choses. Après, à voir ce que ça donnera pour l'an prochain, mais effectivement, c'est une partie de prolongation assez classique dans l'équipe. Tout à fait, ouais. Alors pour passer à la suite, ça concerne cette fois-ci Cofidis qui perd Fernando Barcelo, qui perd, enfin, c'est un bien gros mot parce que je pense que le choix était plutôt de ne pas forcément le renouveler, mais Barcelo va aller en Pro Conti l'an prochain, Greg, chez la Cara Rural. Oui, effectivement, ça va être une bonne recrue, je pense, pour Cara Rural, qui avait quand même un petit peu de mal à vraiment briller dans le secteur dans le secteur punchy, on va dire. Pour Barcelo, ce sera une bonne chose. C'est vrai que son expérience chez Cofidis n'a pas forcément été extraordinaire, que ce soit ce qu'il a pu montrer quand il en a eu l'occasion, mais d'un autre côté, je suis pas certain qu'il ait pu être utilisé de la meilleure des manières. Il a parfois brillé, d'autres fois été envoyé sur des courses où il ne pouvait pas nécessairement briller, ou alors il était en soutien d'un leader, donc à voir. Je pense que ce sera une bonne chose pour les deux parties, à la fois pour Cofidis et pour Barcelo. Tout à fait. Alors, une annonce surprise, moi qui m'a surpris en tout cas, si on en parlait à l'ami Eurodrech, je pense qu'il aurait un point de vue différent de la situation, mais un Brésilien, Greg, qui signe directement en World Tour. Alors moi j'avoue que je le connaissais pas du tout, hein, sincèrement, avant de voir son nom apparaître dans les annonces Mercato. C'est Vinicius Rangel, qui rejoint la Movistar. Alors est-ce que tu connaissais toi, Greg, ce coureur? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Non, honnêtement, je le connaissais pas trop. Après, j'ai regardé sa fiche sur First Cycling, et on voit il a pas mal gagné sur le calendrier élite espagnol. Donc c'est un coureur qui a l'air assez intéressant. Maintenant, effectivement, ce sera à voir ce que ça donnera au niveau World Tour. Il a 20 ans et il vient de l'équipe Telcom qui a révélé un certain Abner Gonzalez déjà chez Movistar. Donc à voir si l'expérience Abner Gonzalez m'a l'air pas trop mal partie. Donc s'il suit sur les mêmes bases dans son domaine, ça pourrait être intéressant. Et il sort d'un top 10 au championnat du monde des moins de 23 ans. Donc c'est assez encourageant, à voir. Alors pour la suite, tu parlais de F Education Nippo, Greg, et de ses espoirs avec Jonas Ruch. On est en plein dedans, une prolongation pour un coureur que moi je trouve très intéressant. Ouais, Jonas Ruch, le grand gabarit allemand qu'on a vu notamment sur Paris-Roubaix à un moment donné, qui était pas mal du tout. Mais c'est un coureur qui peut servir d'homme de base de l'équipe un peu, qui peut prendre le vent pour des leaders, qui peut jouer sa carte sur des courses difficiles, et qui est assez à l'aise aussi quand les courses sont assez longues. C'est pas mal. Il a une bonne palette dans plusieurs registres différents à part la montagne. Donc il pourra s'exprimer. C'est un bon 4x4. Tout à fait. Bon alors ensuite on a encore la Bahreïn qui décidément est très active sur le marché des transferts ces dernières semaines. On est en plein avec cette annonce dans cet exode Astana, hein, qui va renouveler, je sais pas quel est le pourcentage de son effectif, j'ai pas fait le calcul avant l'émission. Mais encore un départ, cette fois-ci c'est Luis Leon Sanchez qui quitte Astana, Greg, qui va rejoindre la Bahreïn. Alors pareil,
Dans quel rôle selon toi? Parce que mine de rien, le poids des années commence à peser un peu sur Luis León Sanchez, qui est logiquement de moins en moins performant. Quel rôle tu le vois jouer l'an prochain au sein de la Bahreïn, toi? Moi, je pense que Luis Fernando Sanchez, je le vois bien en une sorte de capitaine de route, qui sera là pour encadrer un peu tout le monde, à la fois les leaders de l'équipe, les jeunes, montrer un peu le métier, et puis parfois, éventuellement, sur des courses un peu secondaires, comme on l'a vu cette année, pouvoir aller jouer sa carte et remporter l'une ou l'autre petite victoire. Mais je pense il a encore de quoi s'exprimer, mais son rôle principal sera certainement d'accompagner des leaders. Alors on parlait de Bahreïn, on va rester dessus, on va rompre le fil chronologique de nos annonces pour une fois. Je voulais parler de Caruso et de Madère, deux coureurs différents, hein, parce qu'on a un vétéran d'un côté et une jeune pépite de l'autre, mais deux prolongations bien senties, Greg, pour la Bahreïn qui prolonge Caruso, qui sort d'une super année, sa meilleure année, et Gino Madère, l'un des grands espoirs du cyclisme suisse. Oui, alors deux coureurs qui ont bien réussi leur saison, et le mieux qu'ils avaient à faire, c'était de les conserver si ça marche effectivement. Donc c'est une bonne chose à voir pour Caruso qui aura quand même 34 ans, 35 ans même l'année prochaine. S'il n'a pas réalisé la saison de sa vie, ou du moins le grand tour de sa vie, on verra s'il arrivera à confirmer l'année prochaine sa seconde place du Giro 2021. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un coureur très intéressant qui de toutes les façons avait beaucoup montré sur les grands tours, souvent performant et souvent très utile pour ses leaders. Donc à voir s'il saura être à nouveau un leader d'équipe sur un grand tour. Quant à Gino Madère, ouais, c'est une bonne promesse pour l'avenir. Je pense que pas grand monde n'attendait son top 10 et voire même son top 5 sur la dernière Vuelta. Donc c'est très intéressant pour l'avenir. Maintenant, ça fait pas mal de leaders pour les grands tours pour la Bahreïn, et à voir si jamais un certain Mikel Landa retrouve aussi son niveau, s'il n'y aura pas un embouteillage de leaders dans l'équipe. Tout à fait, ouais. Alors, l'annonce suivante, elle concerne un coureur qui a quitté dans des conditions un peu particulières la Movistar, c'est Miguel Angel Lopez, Greg. On le sait hein, qu'il retourne chez Astana depuis plusieurs semaines parce que l'info avait bien filtré et ça a été confirmé. Et le Colombien sera bien de retour au sein de la formation qu'il a vu passer chez les pros, et on l'espère avec un peu plus de réussite que lors de son expérience mitigée chez Movistar, Greg. Oui, alors la première bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin retrouvé Miguel Angel Lopez, il a signé pour une équipe l'an prochain, donc c'est déjà une bonne chose. Il n'a pas complètement disparu dans la nature. Mais ouais, je pense que c'est une très bonne chose pour les deux parties, puisque Lopez n'est pas parvenu chez Movistar à avoir le rôle qu'il aurait souhaité, ou du moins de s'exprimer dans les conditions qu'il aurait souhaité, notamment barré par Enric Mas sur la dernière Vuelta, et il a mal digéré manifestement vu comme ça s'est terminé. Et chez Astana l'an prochain, normalement, il ne devrait pas y avoir ce souci de confrontation entre leaders, puisque pour l'instant, il sera quand même relativement seul, même s'il devra partager l'affiche avec Vincenzo Nibali, mais Oui, il y a moins de risques que Nibali lui pas... fasse de l'ombre que Massa, je pense. Voilà, et puis même le rôle même de Vincenzo Nibali l'an prochain, on ne le connaît pas tellement, à moins d'une énorme surprise. Je pense que Lopez pourra avoir le calendrier qu'il voudra et s'exprimer de la façon qu'il souhaite sur les grands tours en tout cas. Alors je vois que Polska nous parle de Sosa, ouais, on va en parler effectivement, c'est dans la page suivante. Désolé, on a vraiment pas mal d'annonces à traiter cette semaine. Alors je vais pas parler de la FDJ tout de suite, parce que je voudrais finir avec eux sur cette page-là, Greg. Donc si tu le veux bien, on peut parler tout d'abord d'Ethan Vernon qui a signé chez Deceuninck Quick-Step. C'est un peu la petite surprise du chef, mais on en a l'habitude avec Deceuninck, ils savent très bien cibler, et ils te sortent un nom comme ça, fin octobre, début novembre. Et
à toi d'aller regarder parce que tu sais qu'en général ils font mouche et ils se trompent très très rarement sur les coureurs qui vont chercher. Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que Ethan Vernon, c'est plutôt le genre de gars qu'on aurait cru, enfin qu'on aurait pu voir recruté par Ineos, mais il a été recruté par De Koning et je pense que ça devrait être un coureur assez solide, efficace sur le plat, efficace au sprint. Je pense que efficace aussi, il est efficace aussi en contre-la-montre, donc ça devrait être pas mal. Ça devrait être un bon homme de base à former pour devenir un bon lanceur pour les sprinteurs, s'exprimer pour son propre compte peut-être sur des courses secondaires ou sur des grosses courses un peu plus tard en tout cas. Mais ouais, c'est un profil très intéressant. Après, à voir ce qu'il vaut et aussi sur les classiques flandriennes, puisque ça, on n'a pas du tout de référence. Donc peut-être qu'il sera formé aussi là-dessus, vu le gabarit. Mais ouais, c'est un bon coureur pour l'avenir qui devrait permettre d'obtenir des victoires, que ce soit les siennes ou surtout pour les leaders du sprint de l'équipe, je pense. Alors un des gros morceaux de l'émission, Greg, c'est la Groupama FDJ, qui est la première des formations pro à valider son effectif pour la saison 2022. Alors tout d'abord, pour commencer, je voulais parler de Romain Grégoire. Il a été formé par AG2R, enfin la structure U19 d'AG2R en tout cas, et il va rejoindre la Groupama FDJ. C'est le gros transfert au niveau Conti, je pense, pour la Groupama FDJ, parce qu'on signe quand même le champion d'Europe, vice-champion du monde et double champion de France, notamment Romain Grégoire, qui est le vrai grand espoir du cyclisme français, je pense. Ouais, effectivement, et pour AG2R, c'est pas forcément une bonne chose, puisque c'est la deuxième année consécutive qu'on se fait piquer un gars qu'on a formé. Après Donc Paleni, ouais, l'an dernier. on- voilà. Et Romain Grégoire, il a quand même beaucoup brillé cette saison. On l'a beaucoup vu sur le calendrier des juniors. Donc c'est bien dommage de le perdre de cette manière-là. Après, il faudra voir comment il sera géré dans la Conti Groupama FDJ. Je suppose qu'il a un bon avenir avec tout l'effectif d'ailleurs qui est assez impressionnant pour une équipe de réserve finalement. Mais ouais, à voir comment tout se passera et à l'issue à l'issue de ces saisons chez la Conti FDJ. Déjà combien de saisons est-ce qu'il fera là-bas, on ne sait pas trop. Mais à voir ce qui est l'issue, s'il passera dans l'équipe première ou s'il se fera piquer par une autre équipe. Oui, à son tour. Enfin, ce sera à voir, mais j'espère que son cas sera bien géré et que ça nuira pas à ses prestations, que ce soit celle dès 2022 ou celle de l'avenir et aussi de ses futurs équipiers, effectivement. Alors tu évoquais l'effectif, Greg. C'est vrai qu'il y a quand même une sacrée équipe pour la Conti FDJ. Alors je vais citer les noms parce que les caractères sont assez petits, donc vous les aurez peut-être pas en très bonne qualité à l'écran. Donc il y a Right Arm, tout d'abord, Lorenzo Germani, Romain Grégoire, donc qu'on a cité, Eddie Lewitus, qui est quand même un très très bon junior, un spécialiste du contre-la-montre. On a Lenny Martinez, junior également cette année, qui sort d'une très très belle saison. Donc là, on a vraiment trois belles recrues françaises qui sortent des rangs juniors, les trois meilleurs français tout simplement d'ailleurs de cette catégorie en 2021. Enzo Paleni, tu l'as cité, il était junior l'an passé. On a ensuite Paul Penwet, un coureur rapide au sprint. Finlay Pickering, qui est un junior lui aussi, et qui a fait une bonne petite saison 2021. Joseph Pidcock, donc le frère de Tom Pidcock. On a Laurens Pitty, le néo-zélandais, qui a fait une très très belle saison également, tout comme Roy Ben Thompson. Et enfin, on a un Britannique, Samuel Watson, très très bon aussi, Greg pourra nous en parler. Et pour finir rapidement, donc Jensen Plowright, le sprinter australien qui rejoint lui aussi l'effectif de la Groupama FDJ U23, ou de Conti suivant le choix. Ouais, voilà, un effectif très solide. Donc, à voir si il y a quand même pas mal de talent dans cette équipe et le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est justement qu'il y ait trop de mecs
costauds et que les moins costauds d'entre eux ou les moins aguerris soient un peu écrasés par les autres, enfin en tout cas ne puissent pas complètement s'exprimer. Maintenant, maintenant c'est vrai qu'on est sur un circuit où parfois les courses se disputent par nation, donc effectivement, ces coureurs qui auraient peut-être un peu de mal à s'exprimer pourraient éventuellement s'exprimer sur d'autres courses sans porter les couleurs de la Conti FDJ. Donc ça pourrait compenser un peu, donc à voir, mais c'est vrai que l'effectif est quand même assez impressionnant pour une équipe espoir. Après, on a un mélange un peu entre des gars qui sortent tout juste des rangs juniors et d'autres qui sont vraiment sur la fin des espoirs et qui vont devoir passer professionnels dès 2023, comme Plowright qui vient juste de signer et qui ce sera un espoir dernière année. Et c'est vrai on a des coureurs comme ça du circuit en Océanie justement qui ont perdu quand même quelques saisons avec les conditions sanitaires et qui n'ont pas pu s'exprimer pleinement ces dernières saisons et sont restés un peu sur le circuit national. Donc, ce sera l'occasion en fait de se révéler un peu en Europe et de briller et de passer directement chez les professionnels l'année prochaine, enfin en World Tour en tout cas. Alors pour finir sur la Groupama FDJ, Greg, il y a une question que je me posais, c'est comment gérer les égos quand on a tant de pépites au sein de son effectif, parce que j'entends qu'il y a un vrai esprit de groupe, chez la Deceuninck Quickstep par exemple, ou chez d'autres formations, quand tout le monde a plus ou moins le même but et qu'on joue pour l'équipe. Mais là, j'ai du mal à croire qu'on soit 100% tourné vers le collectif dans une équipe de développement, dans le sens où le but ultime c'est de passer pro, et qu'on sait que de toute façon tout le monde ne passera pas pro parce qu'il n'y a pas de place pour tous les bons éléments. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce risque justement qu'à un moment on fasse pas l'effort pour le copain parce que du coup on pense plus à jouer sa carte qu'au bien-être de l'équipe entre guillemets quoi. Ouais, c'est un risque. Après, il y a l'âge des coureurs, et, enfin, leur date d'arrivée dans l'équipe qui peuvent jouer si jamais tout a été fait suffisamment intelligemment par le staff, ça peut être plus ou moins géré. Je pense que certains des plus jeunes n'ont pas l'intention de passer pro immédiatement, enfin en tout cas dès 2023. Cela pourrait éventuellement parfois se sacrifier pour les leaders. Mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, il y a un moment donné où certains coureurs, quand ils seront dans le même groupe, ce sera peut-être compliqué d'aller se sacrifier alors que soi-même on pourrait faire une bonne performance et se montrer aux yeux d'une structure World Tour. Après, il y a aussi, il y a quand même quelques expériences qui peuvent parler, notamment celle de Vandenberg par exemple. On voit que briller dans la Conti FDJ, ça peut offrir un contrat World Tour dans une autre structure que la FDJ. Donc ça va être des choses à bien faire, mais clairement, certains coureurs pourraient peut-être, s'ils ont certaines idées pas trop bien placées, on va dire, pourraient essayer de se montrer aux yeux d'une autre équipe et de signer dans une autre équipe dès l'année prochaine, par exemple. Tout à fait. Alors je vais passer rapidement sur les trois prochaines annonces parce que elles sont pas d'une importance capitale. Tout d'abord, on voulait en parler parce qu'elle concerne un coureur qu'on a vu évoluer en World Tour il y a quelques années. C'est Ricardo Zeudel, l'Autrichien, qui ne revient pas en World Tour, mais qui va signer pour le Team Vorarlberg, donc l'équipe grecque d'Alexis Guérin. Ouais, c'est ça, mais alors, je sais pas par contre si Alexis Guérin continue dans cette équipe, on n'a pas trop eu Non, on d'infos n'a pas là-dessus. d'infos. Je pense qu'il espère, comme beaucoup, passer plus haut. Oui, effectivement, mais justement, je vais faire une petite parenthèse, c'est que justement, l'UCI a publié une première liste des équipes qui ont déposé un dossier pour le World Tour et la Conti Pro, et on peut constater qu'il n'y a pas de nouveaux dossiers, en fait, il n'y a pas de nouvelles équipes qui vont monter en Conti Pro notamment, Tout à donc fait, ouais. avec
la disparition de Delco, la disparition de Vini Zabou qui rejoint Intermarché. Ouais. Et Androni qui était un peu en retard, mais qui a tenu à rassurer, hein, en publiant un communiqué pour dire que tout serait fait. Mais il y a souvent des équipes en retard, il faut le dire, faut pas trop s'inquiéter quand en octobre on voit pas de nom, quoi. Voilà, bah après, mais ça signifie quand même qu'il y aura 2 équipes de moins au niveau Oui, des tout à Pro fait. Teams et en World Tour, Kubeka n'est pas du tout confirmé, donc ce sera à voir. Tout ça pour dire que il y aura certainement moins de place dans ces équipes et qu'un coureur comme Alexis Guérin qui cherche une place en Pro Team aura certainement quelques difficultés, donc ce sera à voir par la suite. Concernant Ricardo Zeudel, il va continuer d'écumer un peu les équipes autrichiennes et essayer de briller sur le calendrier d'Europe centrale. Il fait partie de ces coureurs énigmatiques, hein, Ricardo Zeudel, qui sont souvent sur courant alternatif, quoi. Ouais, puis c'est un peu genre de coureur qu'on a vu passer qui lorsqu'il était jeune était trop fort pour les équipes Conti et pas assez pour le World Tour. Mais ouais, je pense que si le Tour d'Autriche revient l'an prochain, il essaiera certainement d'y faire un bon classement général. Ça va s'arrêter à peu près là. Je pense, ouais. Alors pour la suite, bon, je vais rapidement cette fois-là, même si je dis à chaque fois que je vais rapidement et que je traîne un peu. Donc Cararual, on en a parlé tout à l'heure, il recrute Riécid Pera, donc c'est un grimpeur colombien, hein. Pas grand-chose d'autre de particulier à signaler, tout comme pour la dernière recrue d'Astana. Il y a souvent un quota de coureurs kazakhs chez Astana, et avec l'annonce de la retraite de Nikita Stalnov, on a été chercher le champion du Kazakhstan U23. Alors je vais essayer de prononcer son nom, mais on va voir si je m'en sors ou pas. C'est Nurbergen Nurli Kassim. Donc j'espère ne pas trop mal le prononcer. J'ai fait de mon mieux, mais en tout cas, oui, le champion U23 du Kazakhstan rejoint l'équipe World Tour, donc d'Astana. Greg, tu parlais tout à l'heure des difficultés de Kubeka. Ça se traduit par un départ qui a été annoncé, enfin plusieurs départs qui ont été annoncés ces derniers jours. Et je vais commencer par Victor Kampenarts qui va quitter la structure Kubeka et rejoindre une équipe qu'il connaît bien, à savoir la Lotto Soudal. Ouais, il fait l'ascenseur en quelque sorte. Il était déjà passé 2 ans par Lotto Soudal en 2018-2019 et effectivement ça fait une grosse perte pour Kubeka dans l'optique d'un sauvetage in extremis, mais ouais, Victor Kampenarts qui sort d'une saison très correcte. Il a quelque peu délaissé, on va dire, le contre-la-montre, même s'il fait toujours des très bonnes perfs. Mais d'après ses propres déclarations, il se focalise un peu plus sur les échappées au long cours et il a quand même pas trop mal réussi en allant chercher une belle étape sur le Giro. Mais ce sera pas la seule perte de Kubeka avec surtout Giacomo Nizzolo aussi. Ouais, justement, tu me tends la perche, Greg, et on va en parler. Giacomo Nizzolo qui lui aussi quitte le navire. Alors là, c'est vraiment une grosse perte parce que s'il y a des coureurs symboles un peu d'un projet, je trouve qu'il en fait partie. Ces mecs sur qui tu peux t'appuyer pour aller chercher un sponsor, dans le sens où tu peux dire à ton sponsor, oui, regardez, il y a quelques mecs qui s'en vont, mais on a toujours l'ancien champion d'Europe Nizzolo, ça peut être le fer de lance du projet, etc. Mais là, quand tu perds ce mec-là et que tu as déjà du mal à trouver des partenaires, c'est encore plus compliqué d'aller convaincre quelqu'un du bien fondé de ta démarche quand t'as pas un coureur phare à mettre en avant, quoi. Ouais, et puis Nizzolo, c'est un gars qui était quand même présent toute l'année. Toute l'année, il fait des places d'honneur, des victoires aussi. Il est allé chercher beaucoup de points UCI. Donc c'est vraiment il était vraiment omniprésent. Et la perte de Nizzolo, c'est vrai que c'est un gros coup dur pour Kubeka, qui n'a déjà pas beaucoup de monde sous contrat pour l'année prochaine. Mais déjà Nizzolo, c'est un gros coup dur. Vous avez déjà perdu des gars pour les classiques flandriennes, ils perdent Kampenarts. Il va plus rester forcément grand monde et ça risque d'être vraiment compliqué. Tout à fait. Alors j'ai une question sur le chat et je vais la prendre, Grégory. Je vais te laisser y répondre. Donc
Vinizabu ou Première Tech, nous dit Lucas, aurait très bien pu reprendre Kubeka à la place de sponsoriser d'autres équipes. C'est vrai pour Premier Tech, et je crois qu'il y a des négociations qui ont eu lieu, mais aussi pas forcément que avec Kubeka, aussi avec Mitchelton, avec Israel Startup Nation, mais bon, après tu vas en parler, moi je vais juste parler vite fait de Vinizabu, parce que le cas est assez facile à régler pour Vinizabu. Le problème de Vinizabu, c'est qu'ils ont que 2 millions à mettre sur la table en fait. Et 2 millions, c'est pas assez déjà pour faire une Pro Conti. Donc reprendre une World Tour ou compléter un budget, ils n'avaient pas les moyens. Donc du coup, pour eux, Intermarché, c'est plus facile parce que ils vont même pas être sponsor titre en fait. Sponsor titre, ça veut dire qu'on apparaît dans le titre de l'équipe, etc. Là, ils auront juste une place sur le maillot, c'est ce que va leur permettre d'acheter 2 millions. Donc du coup, eux, dans leur situation, en fait, ils n'ont pas l'argent nécessaire pour être un gros sponsor et ils se contentent d'être un complément, en fait, sans leur faire offense, parce que c'est déjà très bien, d'une équipe World Tour sans apparaître dans le titre de cette formation, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et concernant Première Tech, je crois que c'est encore un autre souci, et c'est que Ils sont très gourmands à Première Tech, je crois, en termes de voilà, demande. en fait, ils souhaitent vraiment être sponsor titre d'une équipe, mais sans forcément y mettre, donner les garanties, enfin les garanties suffisantes pour l'être. Ils ont les moyens, mais essaient quand même de débourser le minimum, si on peut dire. Oui, voilà, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, Greg, c'est que là, ils savent qu'ils sont en position de force. Et moi, j'ai l'impression qu'ils essayent un peu d'en profiter, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, ils veulent apparaître sur le sponsor titre, une bonne place sur le maillot, imposer certains coureurs. Donc c'est forcément dès qu'une équipe est en grosse difficulté, elle va plus ou moins accepter, mais ça n'a pas été le cas de Kubeka apparemment, et les négociations ont pas mal, ça a pas mal parlé, mais au final c'est tombé à l'eau, et je crois que il y avait des négociations également avec Bike Exchange, il me semble, et c'est aussi tombé à l'eau. Donc c'est que il devait y avoir il devait y avoir un gros souci avec les demandes de Première Tech, quand on voit que Fuglsang et Hugo Hull sont partis chez Israel Startup Nation, c'était censé être des coureurs qui faisaient partie du package. Donc, Oui. il y a des chances que le sponsor soit parti là-bas. Alors, on va passer à la suite. J'espère qu'on a répondu à ta question, Lucas. C'est toujours Bahreïn, hein, décidément. On en parle pas mal de Bahreïn depuis le début de l'émission. Donc, 3 nouvelles recrues annoncées. Bon, rien de spécial à dire, à moins que tu aies quelque chose. Je vais citer leur nom, puis tu vas me dire ce que tu en penses, Greg. Donc, il s'agit de Jascha Sutterlin qui vient de DSM, d'Eduardo Zambanini qui lui était chez Alfa Romobile, si je me plante pas, et Alejandro Osorio qui appartenait à la formation Cara Rural. Ouais, pas énormément à dire. Sutterlin sort d'une saison compliquée où il était là pour ses leaders et qu'il n'a pas vraiment réussi à trop s'exprimer. Zambanini, c'est un bon espoir. Osorio, normalement, devrait pouvoir s'exprimer sur des terrains accidentés. Donc, ce sera à voir. Par contre, vu l'effectif de Bahreïn, il faudra voir quel rôle ils auront dans l'équipe aussi. Tout à fait. Alors on poursuit avec Astana, décidément. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire l'émission sur Astana et Bahreïn. Donc c'était attendu. Antonio Nibali, pardon, rejoint son frère chez Astana, tout comme Valerio Conti. Ouais, pas trop de surprises concernant Antonio Nibali. De toutes les façons, ça aurait pu Donc être. Nibali est meilleur que Sagan pour placer son frangin, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est ça. On verra, on verra ce que ça donnera dans les semaines qui viennent. Mais effectivement, Antonio Nibali arrive à poursuivre sa carrière avec son frère, et heureusement pour lui, puisque je pense qu'il aurait du mal à retrouver une équipe autrement. Mais il arrivera quand même à être là, à être présent pour ses leaders, notamment en montagne. Quant à Valerio Conti, ça va être une saison où il pourra essayer de se relancer un peu. C'est vrai que ça a été un peu compliqué ces dernières saisons chez UAE, donc voir, il avait montré des choses assez correctes les années précédentes, donc à voir. Là, cette année, il a été présent que
on va dire, 3 ou 4 jours dans l'année, au mois de juin, et pour le reste, ça a été assez compliqué. Donc, Tout à fait. à Ouais. voir pour la relance. Alors, ensuite, on va parler d'une prolongation. Alors, je suis pas sûr qu'il était en fin de contrat parce qu'il y a des formations qui ne donnent pas les durées des contrats, en fait, tout simplement. Donc, on n'a pas d'infos sur les dates, enfin les durées d'engagement, pardon, mais Bissegger en tout cas a prolongé. Alors est-ce que c'était 2023 ou 2022, on ne sait pas, mais en tout cas il va encore courir quelques années au sein de la formation EF Education Nippo. Ouais, effectivement, c'est une bonne chose pour EF de l'avoir prolongé rapidement, parce que c'est quand même un coureur qui a fait une très belle saison cette année, qui n'était pas forcément attendu si vite, si performant, mais qui a bien percé, qui est très efficace au niveau du contre-la-montre, qui est pas mal au niveau des échappées aussi, et qui pourrait également à l'avenir être bon sur les Flandriennes. Faudra vraiment voir, et qui possède également, en tant qu'à faire, une bonne pointe de vitesse, donc une bonne palette pour un bon 4x4, mais très efficace au niveau du contre-la-montre, certainement. Et ça évite de se le faire piquer plus rapidement par une autre équipe, en tout cas. Tout à fait, ouais. Alors on va rester sur EF, EF qui va perdre Will Barta, Will Barta équipier modèle, hein, tout simplement, qui va rejoindre Movistar. Alors Movistar, ils ont un recrutement assez curieux, je trouve. Greg, depuis quelques saisons, on avait l'habitude d'avoir que des coureurs hispanophones. Et là, on se retrouve des fois avec des mecs, je dis pas qu'ils sont nuls, hein, c'est pas du tout le propos, loin de là. Mais comprends pas trop la logique enfin, je comprends pas trop la logique du recrutement. On va prendre un Allemand, on va prendre un Américain, on va prendre un Suisse, etc. Et j'ai l'impression qu'on passe d'une formation 100% hispanophone à une multinationale sans qu'il y ait vraiment de cohérence. Enfin, je trouve. Ouais, c'est un peu ça. Alors après, j'ai pas franchement étudié les sponsors avec précision, donc je ne sais pas si c'est lié à ça. Parce que Movistar, c'est Et vraiment, on va le dire hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est une compagnie de téléphone comme SFR, comme Orange en France, et ils sont archi présents sur le marché, notamment sud-américain, encore plus qu'en Espagne. donc ouais, je sais pas si c'est lié à une volonté de percer un peu partout, ou s'il y a des sponsors qui sont demandeurs tout simplement de coureurs de certaines nationalités dans l'équipe. Mais effectivement, Will Barta, c'est un peu un coureur qu'on n'aurait pas imaginé signer chez Movistar pour 2022. Oui, Après, on aurait tant mieux plus pour lui. pensé, pour être honnête, à un coureur de la Cara Rural, de la Burgos, de Scatel, coureur espagnol ou sud-américain qu'on ferait monter, quoi. Ouais, voilà, mais c'est vrai que ce sera une expérience intéressante. Après, ils ont déjà Matteo Jorgensen comme coureur américain, donc peut-être volonté d'avoir des coureurs un peu étrangers par plusieurs d'une même nationalité, pour former des petits groupes de coureurs qui pourraient s'entraîner et bien communiquer ensemble pour mieux s'exprimer en course, à voir. Mais Will Barta, oui, effectivement, c'était un bon espoir. Maintenant, il a 25 ans, il est efficace en contre-la-montre. Ça pourrait faire un bon homme de base pour l'équipe. En tout cas, clairement, il aura besoin de se relancer l'année prochaine, puisque 2021 était très compliqué. Tout à fait. Ouais. Alors, dernière annonce, elle concerne une prolongation, celle d'un très bon coureur hein, qui a été un petit peu moins en vue cette année, mais qui est toujours quand même très important, je pense, dans un groupe et dans la tête de Patrick Lefebvre, c'est Zdenek Stibar. Ouais, prolongation de Zdenek Stibar, qui avait fait une saison particulièrement discrète cette année, mais qui s'est quand même bien réveillé sur la fin de saison, malgré le fait qu'il ait été malchanceux un peu sur Paris-Roubaix, mais il sort tout de même à une 7e place au championnat du monde notamment, et une 7e place au Grand Prix Van Petegem Panis en Pro Série. Il avait fait uniquement un top 5 au Grand Prix E3 avant ça, en début de saison, mais effectivement c'est un coureur solide malgré l'âge avançant, et coureur solide sur lequel on peut compter pour les classiques flandriennes
les classiques en général. C'est, je pense, une bonne chose. Il doit se sentir très bien dans l'équipe, avec l'ambiance, avec son manager. Donc c'est Oui, un vraiment une homme équipe qui marche. important, hein, je pense, dans la structure. Qui serait pas étonnant, je pense, un jour de retrouver dans le staff, par exemple. Oui, effectivement, ouais, qu'il n'a pas fini d'être chez De Koenig Quick-Step, que ce soit en tant que coureur ou par la suite. Alors, on a fait le tour, ça a pris un petit peu de temps, mais on a réussi à venir à bout de toutes les annonces. Alors, est-ce qu'on en fera une la semaine prochaine? Je sais pas, il y a encore quelques cas à traiter. Greg, j'ai pas regardé, mais il y a Cavendish encore. Par exemple, ouais, on l'a dit pour Woodpool, je vois un commentaire en même temps que je parle sur Pulse. Grégory en a parlé, selon Wieler-Fitz, il devrait effectivement prolonger finalement chez Bahreïn, alors que l'annonce avait été dans le sens inverse. Il y avait même une communication officielle de l'équipe qui le remerciait pour ses services. Donc ouais, Greg, je sais pas si tu vois des noms encore de coureurs majeurs ou intéressants qui n'ont pas encore Bah, prolongé officiellement. non, je peux signaler, vu qu'on parle des pro teams et des équipes World Tour, je peux signaler la retraite éventuellement de Rob Britton, qui était chez Rally Cycling et qui a gagné le Tour of Utah il y a quelques saisons. Donc c'est 37 ans, un bon âge pour se retirer et se consacrer plus à sa famille. Ouais, et bien sur ces bonnes paroles, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette émission, à te remercier aussi Greg, et puis en fonction du contenu, s'il est suffisant ou pas, on refera une émission la semaine prochaine, on verra bien en fonction du nombre d'annonces qui seront apparues d'ici là, et puis pour vous faire un petit point sur les prochaines émissions, Grégory, on a nos profs qui sont en vacances la semaine prochaine. Donc du coup, on devrait commencer les bilans, je pense, des équipes françaises. Ouais, et attention aux mauvaises notes, du coup. Attention aux mauvaises notes. Ouais. Effectivement. Je te remercie, Greg, pour cette nouvelle émission. Puis on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, salut tout le monde. Salut.